C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, 2 jours consacrés au défi de la cohésion sociale, la rencontre tenue au Bénin a accueilli des pays bénéficiaires du COSO, thème des discussions, gouvernance locale et cohésion sociale dans les régions nord du Golfe de Guinée. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'ouvre bientôt au Burkina Faso. Plusieurs films béninois sont en compétition. Vont-ils pouvoir remporter les talons d'or? Le dossier du jour évalue les possibilités. Et hors du Bénin, nous irons en RDC, en France, puis aux États-Unis où Trump a signé un décret qui exclut les athlètes transgenres des sports féminins. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Après le Togo, le Bénin a accueilli la 2e édition du Forum sur la cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Un creuset pour discuter des défis de la cohésion sociale et promouvoir une action collective pour garantir la sécurité et le bien-être des populations. Le point avec Heureuse Danandé. Quels sont les pas qui ont été franchis? Qu'est-ce qui reste à améliorer pour que la présidence prochaine de la Côte d'Ivoire, que cette présidence se déroule encore mieux que ce que nous on a connu avec le Togo et le Bénin. Le présent forum du COSO, Comité régional de coordination du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée, est l'une des activités marquantes de la présidence du Bénin. Votre mobilisation sans faille pour ce forum régional est une preuve éloquente de notre détermination à tous à bâtir ensemble des sociétés plus unies et plus résilientes. À travers cette plateforme de concertation et de collaboration, nous poursuivons plusieurs objectifs essentiels. Le thème du forum « Gouvernance locale et cohésion sociale dans les régions nord du Golfe de Guinée » est d'une pertinence indéniable. Il nous invite à examiner ensemble la gouvernance locale dans nos 5 pays et ses implications pour la consolidation de la paix et de vivre ensemble. Enfin, je tiens à souligner que ce forum est l'un des derniers actes marquant la présidence du Bénin à la tête du COSO. Malgré la situation sécuritaire dans certaines régions du nord Bénin, la Banque mondiale révèle et apprécie les progrès significatifs du pays en matière de bonne gouvernance et de cohésion sociale. Plus de 648 000 personnes ont bénéficié des infrastructures socio-économiques et climatiques qui ont été mises en place dans le cadre de ce projet à présent. Plus de 10 000 membres des associations ont été formés au niveau des villages et cette dynamique se poursuit pour justement faire en sorte que plus de 2300 sous-projets puissent continuer dans leur mise en œuvre. D'une manière globale, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, bénéficiaires du projet COSO, ont acquis des pistes rurales, des centres de santé, des écoles. De même, éleveurs et agriculteurs sont en synergie à en croire les populations bénéficiaires. Toutefois, les enjeux de cohésion sociale restent plus que jamais d'actualité. Les représentants des pays membres, ainsi que le Mali et la Banque mondiale, vont donc approfondir les questions cruciales de la bonne gouvernance et ses impacts sur la durée. Dans le respect des traditions et un engagement pour les réformes, Mariam Diaouga, ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, a lancé sa tournée de vulgarisation des actions gouvernementales. La ville de Niki marque le début de cette mission où elle a rencontré la cour impériale avant d'aller vers les citoyens Abdoulofou Idrissou et Enoch Rompati. C'est avec enthousiasme que Mariam Diaouga, ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, a lancé sa tournée de vulgarisation des actions gouvernementales. Pour ce premier acte symbolique, elle a choisi Niki, sa ville natale, où elle a d'abord reçu les bénédictions de la cour impériale avant d'échanger avec la population. Je ne pouvais pas commencer cette tournée sans venir prendre les bénédictions auprès de l'empereur qui a beaucoup prié pour nous, pour le Bénin, pour le président Patrice Talon et qui a dit qu'on a été effectivement honoré à travers ma modeste personne. La délégation se dirige ensuite vers le domicile de l'imam central de Niki afin de recevoir ses bénédictions.
à la Maison des Jeunes, elle a présenté en langue nationale Batonou les avancées sociales et économiques du gouvernement devant une foule enthousiaste, notamment les femmes des groupements de Niki. Si on prête 100 000, on nous prenait 120 000. Maintenant, si on prête 100 000, nous les femmes, on donne 102 000 francs. Nos enfants, filles qui sont à l'école, l'enfant ne manque plus ce qu'il va manger. Et les études évoluent pour les enfants. Avant, j'étais à la maison. Donc, comme on m'a parlé de ces prêts, je suis allée et j'ai déposé les dossiers. Ils ne m'ont rien pris. Ils m'ont dit de faire la photocopie de ma carte simple, plus 2 photos. Ça n'a pas duré. Le prêt est sorti. Donc, j'ai reçu le message dans mon portable. Je prends, je vois que c'est microfinance. Des femmes qui s'en sortent, qui sont aujourd'hui autonomes à travers ce projet-là. Vous avez vu l'appui aux artisans, les artisans qui ont fait des témoignages à travers bien sûr les aides et tous les programmes de renforcement, de capacité, de formation de ces artisans-là. Le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, a mis l'homme au cœur de sa gouvernance. La journée s'est poursuivie par une rencontre avec les acteurs politiques de la ville visant à renforcer l'unité autour des réformes en cours. On a rencontré les partis qui soutiennent les actions du chef de l'État pour une synergie d'action. Parce que comme vous le savez, l'année 2025 appelle notre engagement formellement. Expliquer un peu c'est quoi le rôle d'un ministre conseiller, comment ils peuvent être utiles pour vraiment m'accompagner dans ma mission. Prochaine étape, Sinandé et Bebereke, où Mariam Diaouga poursuivra sa mission d'écoute et de sensibilisation auprès des populations. Le partenariat local pour l'éducation PLE Bénin plaide pour une véritable inclusion des filles et des enfants en situation de handicap dans le système éducatif. L'occasion bien choisie, la journée de réflexion sur l'éducation inclusive. Les précisions avec Vitis Arouré et Michel Egbe. Mesdames et messieurs, l'éducation inclusive au cœur de cette rencontre des organisations membres du partenariat local pour l'éducation PLE Bénin. Ce consortium, formé par 6 institutions, est entré dans sa phase opérationnelle après le lancement de ses activités en octobre 2023. Nous menons des activités communautaires pour que les populations à la base et à tous les niveaux cernent la pertinence de l'éducation inclusive. Des actions de plaidoyer sont aussi au rendez-vous pour amener les pouvoirs publics à mieux agir en faveur d'une éducation de qualité au Bénin. On continue de dénombrer au Bénin des centaines de milliers d'enfants hors de l'école, y compris des enfants handicapés confrontés à des défis sociaux, économiques et culturels. Chers gouvernants, chers partenaires techniques et financiers, la forte promotion des enfants hors de l'école, environ 4 sur 10 des enfants de 3 à 17 ans, en particulier les filles et les enfants à besoins spécifiques, nous interpellent. La rencontre est aussi un moment de partage d'expériences entre les divers acteurs de l'éducation inclusive. Cette journée est une occasion précieuse de nous rappeler l'importance d'une éducation qui ne laisse personne de côté. Une éducation qui célèbre la diversité et qui offre à chaque enfant, quelles que soient ses particularités, la chance de réaliser son plein potentiel. Votre contribution depuis 2 ans déjà est de qualité et offre aux acteurs du système éducatif le nécessaire espace d'échange et de capitalisation des acquis pour plus de rayonnement d'une école inclusive. À travers cette journée, le partenariat local pour l'éducation entend mobiliser davantage d'acteurs et de donateurs autour de l'éducation inclusive au Bénin. Voyons maintenant les journées portes ouvertes à la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Elle se rapproche davantage des usagers de ces services. Une occasion pour le public de mieux connaître la SGDS qui, dans son fonctionnement, s'emploie à rendre les villes béninoises propres et durables. Les détails avec Ariane Da Silva. Ils sont à l'œuvre jour et nuit. Ils débarrassent nos maisons, nos rues, nos entreprises, nos places publiques de toutes sortes de déchets. Dans leurs uniformes de couleur verte, les agents de la SGDS sont désormais les garants de la propreté. Vous nous voyez dans les rues, vous nous voyez dans les maisons ramasser vos déchets,
Vous nous voyez dans les caniveaux, dans les égouts nettoyés pour que les inondations s'éloignent de nous. Peut-être que les gens avant d'arriver ici ne savaient pas qu'à part le ramassage des déchets, nous gérons aussi les déchets liquides qui proviennent de leur maison. Les déchets liquides, je veux dire les bouts de vidange, les eaux usées domestiques. C'est donc pour mieux faire connaître la Société de gestion des déchets et de la salubrité que s'organisent ces journées portes ouvertes. La SGDS a été créée en novembre 2018 sous le leadership du président Patrice Talon pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers, un projet phare du programme d'action du gouvernement qui implique la transformation du cadre de vie des Béninois. Au menu de ces journées portes ouvertes de la SGDS, panel de discussion sur différentes thématiques, stand d'exposition, démonstrations pratiques sur la gestion des déchets et de la salubrité. Vous avez bien fait d'organiser cette journée porte ouverte. Les thèmes débattus ont été très enrichissants. Comment agir pour davantage impacter les jeunes, mais aussi les adultes, pour des gestes éco-responsables. Je pense que le panel a permis donc d'insister sur la nécessité de réinventer notre école pour que l'école serve de lieu d'instruction et d'enseignement sur cette cause-là qui est très importante. De la promotion de l'éco-citoyenneté, c'est faire connaître qui est déjà éduqué, informé, mais c'est aussi reconnaître les modèles. Tout le monde doit être éduqué et par rapport à la gestion écologique de l'environnement. L'apport que j'ai effectué, c'est de se baser beaucoup plus en fait sur les associations de volontariat pour avoir davantage des ambassadeurs de la SGDS, puisque avoir en fait un ambassadeur de la SGDS dans un environnement, c'est impacter directement l'environnement là, parce que cet ambassadeur sera en mesure en fait d'interpeller ceux qui essaient de polluer l'environnement où qu'ils soient. En attendant, la sensibilisation reste de mise pour garantir la propreté du cadre de vie. Que tout le monde s'associe à la SGDS pour rendre nos villes durables. Ce qui va permettre à la ville de Cotonou, par exemple, de maintenir sa position de ville plus propre d'Afrique de l'Ouest et de 6e ville plus propre d'Afrique. Le 2 février est la date retenue pour mettre en lumière les espaces humides. Au Bénin, ils sont concentrés dans la zone méridionale et c'est un arrondissement de la cité lacustre de la commune des Aguégués qui a accueilli les manifestations officielles. Calvador Aronou et Yves-Patrick Locaux. Aguégué, zone humide, espace de transition entre la terre et l'eau, souffre des affres du changement climatique. La célébration en différé de la Journée mondiale des zones humides est une occasion pour mettre la lumière sur cette commune de 103 km². Les impacts sont de toute nature. Protéger les zones humides pour notre avenir, comme des plants de palétuviers, sont mis en terre. Ce site se situe dans la réserve communautaire Grand Okwe, implanté dans les communes de Soava, Sebekpodji et des Aguégués. Donc c'est un site de 4 hectares de paysages de mangroves dégradés. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage aux communautés locales, aux chercheurs, aux organisations non gouvernementales et aux institutions internationales qui œuvrent quotidiennement pour la préservation des zones humides. Leur engagement est une source d'inspiration pour nous tous. Je vous invite à agir de 3 manières. Premièrement, faire des choix conscients pour stopper la pollution des zones humides. Deuxièmement, participer à l'effort mondial de conservation de la gestion durable des zones humides et enfin, prendre part aux actions locales de restauration
des zones humides. La jeunesse, fer de lance de demain, est pleinement associée à l'entretien des palétuviers rouges ainsi mis en terre. Le creuset de cette jeunesse, constitué d'élèves, le club environnemental des jeunes ambassadeurs des mangroves, est désormais structuré. C'est grâce au projet Mangrove. Il vise le renforcement de la résilience des écosystèmes de mangroves dans le sud du Bénin. Les associations communautaires pour la protection de l'environnement des Agégués, de Semekoji et de Soava ont reçu du matériel de bureau pour mieux travailler sur le terrain pour la cause de l'environnement. Retour à Cotonou où le vol des protections des égouts est devenu fréquent. Conséquence, on rencontre souvent des canalisations non protégées sur la chaussée. Pourtant, bien de ces ouvrages étaient protégés ou couvertes. Constat avec Igor Ayosso et Erno Adaya. Cotonou, capitale économique du Bénin, en pleine chaussée, s'observe par endroits des trous pas comme les autres. Je pense que ce n'est pas trop bien, ce n'est pas trop adéquat pour la population. Ils délangent les véhicules, les gros camions et les motos aussi. Ce caniveau laissé ouvert présente beaucoup de risques. Ce sont des exutoires d'eau dotés à l'origine de couverts en acier. Normalement, on doit le protéger. Nous demandons souvent aux usagers de faire très attention parce que c'est vrai, nos rues ne sont pas éclairées comme cela devrait être et ces endroits-là ne sont pas parfois remarqués par les usagers de la voie et c'est ce qui crée les accidents. Doit-on parler d'ouvrages laissés sans protection? En tout cas, cette ouverture constatée est due à l'insouciance ou à la recherche de gains faciles de quelques personnes. Ceux qui volent ces couverts sont des ennemis de la patrie. Ça, c'est de l'incivisme. Quand quelqu'un s'en va prendre ça pour utiliser. Et quand vous faites ça, on peut vous amener à la police. Ou les responsables du quartier, lorsqu'ils remarquent qu'il y a de ces personnes-là qui volontairement enlèvent les couverts des carnivaux, eh bien, on peut les signaler. Comme le prétendent les usagers de la route, la disparition des couverts rend la circulation difficile. D'ailleurs, il serait bien de placer une caméra pour contrôler les destructeurs de la route. Il y a les tests qui prévoient que lorsque vous créez de dommages à la route, vous êtes responsable et vous devez indemniser. Et donc, ces personnes, si on les surprend, c'est qu'on va les amener à réparer la route et à essayer d'éviter de créer des dommages. Mais ce à quoi nous appelons, c'est qu'il n'est pas bien que la route, qu'on dépend des milliards pour construire, que nous-mêmes, nous prenons notre main pour encore détruire ces routes-là, parce qu'en réalité, c'est notre impôt, c'est de l'argent de nous tous, et si cet argent-là restait, l'État pouvait aller faire autre chose avec que d'être en train de faire l'entretien des routes pour des routes qui n'ont pas encore atteint l'âge de dégradation. Ces trous béants en pleine chaussée constituent de potentielles menaces pour les usagers de la route. On interroge à présent l'usage de téléphones portables au sein des couples avec cette question. Les partenaires ont-ils le droit de verrouiller leur téléphone? Les avis sont variés dans ce reportage signé Fifame Atariji Okune. Le téléphone de son partenaire est très tentant. Il est là, parfois juste à côté. Difficile de résister à l'envie de comprendre ce qui se passe dans le téléphone de celui avec qui Hermione partage sa vie. Mais hélas, difficile voire impossible d'y accéder. Ce téléphone est toujours verrouillé. Quand je touchais à son téléphone, il criait non, donne-moi mon téléphone. Bon, il me suivait partout. Je ne me disais même pas son code de téléphone. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, Rock laisse sa partenaire accéder librement à son téléphone. Et mon mari, il verrouille son téléphone, mais pourtant j'ai assez. Je pense qu'il a changé. Cela n'est pas sans conséquence. Parfois, il suffit d'un message indélicat pour que sa partenaire s'enflamme. Il y a aussi des jeunes filles qui provoquent et tout. Donc, toi, si tu prends le téléphone, tu ne comprends rien des messages que la fille a laissés. Tu te lèves et tout, tu te caches quelque part, tu pleures. Après les explications et tout, tu vas voir que bon, rien n'est là. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes préfèrent garder leur partenaire à l'écart de leur téléphone. Mon portable est toujours verrouillé. Elle n'a pas accès à mon téléphone. Mais c'est juste de principe parce que je n'ai pas accès à son téléphone. C'est mieux de ne pas filer le téléphone de son homme.
Le téléphone, c'est quelque chose de personnel pour chacun de nous. Normalement, dans le code, nul n'a le droit d'aller toucher le téléphone de l'autre. Pour d'autres, verrouiller son portable, c'est pour les infidèles. C'est à cause de la prostitution. On est mariés et on a des copains. Plusieurs copains. Voilà. Faut dire la vérité. L'homme aussi, marié, a des concubines. Moi, mon portable, ma femme a accès. Tout le temps. D'ailleurs, moi-même, je lui ordonne, quand je suis dans la douche, de prendre l'appel. Ou, je suis à la plage, j'ai laissé le portable à la maison, de prendre la communication. Face à ces avis diversifiés, le conseiller matrimonial tranche. Pour lui, fouiller dans l'intimité de son amoureux n'est pas recommandé. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est pas parce qu'on est en couple que ça veut dire que il n'y a pas parfois des choses qu'on a envie de garder pour soi. Juste parce que quoi, on n'a peut-être pas envie d'être mal compris, on n'a pas envie d'être mal interprété, ou qu'on n'a pas envie que ces choses que j'ai eu à partager avec l'autre me reviennent en surface ou me soient jetées à la figure lorsque peut-être des situations vont arriver, des situations de mésentente. Si vous voulez épier l'autre, si vous voulez suivre l'autre, si vous voulez contrôler l'autre, que vous le veuillez ou pas, vous découvrirez des choses qui vont vous rendre malaisé. Je ne dis pas ça pour pouvoir dire que dans le couple, on a le droit de vivre la vie de libertinage. Non, mais on a quand même une part qu'on veut garder et que peut-être, pas parce que c'est tendancieux, pas parce que c'est suspect, juste parce qu'on n'a pas envie de partager. La confiance n'exclut pas le contrôle. Toutefois, il semble être préférable de ne pas s'intéresser au contenu du portable de son partenaire, au risque de mettre l'avenir du couple en péril. Hier, 6 février, c'était la journée mondiale sans téléphone portable. Mais le téléphone est devenu si commode qu'on se demande si on peut s'en passer pendant une journée entière. Les utilisateurs de Kandi donnent leurs avis au micro de Judicaël Aïnan et Ousmane Baparabé. Journée sans téléphone portable, très peu de personnes pourront respecter ça. On arrive très difficilement à s'en passer. C'est très important aujourd'hui. Tout c'est l'Internet, les téléphones portables, les appareils numériques. Grâce à ce téléphone portable, j'arrive à communiquer avec mes parents, j'arrive à faire mes recherches. Donc, ce sera un dilemme pour moi. Ce sera vraiment un dilemme pour moi. Mais si on me l'impose, là, je n'ai pas le choix. Avec le téléphone, on suit les informations de partout dans le monde. Au quotidien, on a le fil des actualités et tout. Bon, que ça a aussi son côté financier que ça nous rapporte. Le côté financier que ça nous rapporte, c'est que ça nous génère aussi de l'argent si on sait l'utiliser. Mais je pense que ce n'est pas une bonne initiative selon moi. Parce que laisser l'outil, genre la technologie qui nous assiste, pourquoi que ça soit difficile? Le téléphone est devenu plus qu'un outil de communication. C'est devenu une fourniture de bureau, c'est devenu un matériel de travail bureautique et beaucoup d'autres choses. Et ça permet vraiment de faire beaucoup de choses, tellement que se passer de ça pendant toute une journée, ça peut être compliqué. Par exemple, moi, avec ce téléphone, je fais des paris sportifs. Si un jour on décide de m'arracher ce téléphone, je serais très très mécontent. Après Sylvestre Amoussou qui a décroché en 2017 les talons d'argent de Yenega, le Bénin peine à s'imposer sur la marche finale du FESPACO. Pour l'édition 2025, 7 productions béninoises sont en lice à la quête d'une reconnaissance. Françoise Nissou et Ulvaeus Balogounou présentent les films en compétition et la chance de remporter un trophée lors de ce rendez-vous continental du cinéma. À l'affiche du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO 2025, le Bénin est représenté par 7 productions cinématographiques, dont une série et plusieurs films d'école. Une sélection qui témoigne du dynamisme du secteur cinématographique béninois. Une fois encore, le Bénin est présent à cette édition avec ce nombre de films. C'est impressionnant. Il y a des pays qui ont envoyé plein de films qui n'ont pas leur nom sur la même liste, mais le Bénin s'est représenté jusqu'à cette fois, c'est déjà beaucoup. C'est une réussite et c'est la réussite de l'engagement des professionnels que nous sommes
des techniciens que nous sommes, des acteurs du cinéma et de l'audiovisuel que nous sommes. Et c'est à saluer. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Le Bénin aligne ainsi une diversité de productions. En compétition officielle, Frères et sœurs d'Issia Kassani et Ni chaîne ni maître de Simon Moutaïrou, deux fictions qui explorent des thématiques fortes entre famille et quête de liberté. Si j'ai donné ce titre de Ni chaîne ni maître, c'est pour rappeler que ces hommes et ces femmes qui ont vécu des choses que nous ne vivrons jamais, ils ont quand même eu la force en eux de dire non et de redresser la tête. Si eux, il y a 4 siècles, dans des conditions que nous ne connaîtrons jamais, ont eu la force de dire non, évidemment, nous pouvons le faire aussi. Dans la catégorie film des écoles de cinéma, 4 productions sont en lice: Victimes silencieuses, Liens d'amertume. Par l'expérience, souvent nos films d'école sont des films de bonne facture et nous avons la probabilité est forte qu'au moins un trophée revienne dans la catégorie de films d'école. Je suis Charles Ornel Edoui. Il y a la chance de côté de la catégorie série avec notre consoeur réalisatrice Kismat Wagiri avec sa série Chalonnel. Aucun de nos films n'est nominé dans la catégorie officielle, la première des catégories qui puisse nous permettre de décrocher le Graal. Mais ce n'est pas une fin en soi, parce que le simple fait de participer est déjà une réussite. Hors du Bénin, l'actualité internationale nous conduit en RDC, en France, puis aux États-Unis, où Trump a signé un décret qui exclut les athlètes transgenres des sports féminins. L'essentiel avec Ola Rodrigue Babagbeto. Il draine du monde à sa cause pour une rencontre initiale. C'est le premier rassemblement du groupe armé M23 depuis sa prise de contrôle de Goma. Ce premier meeting s'est déroulé jeudi. Corneille Nangaa, leader du M23, a assuré vouloir libérer tout le Congo. Sortez, venez rejoindre la révolution, l'armée révolutionnaire du Congo, pour qu'on travaille ensemble. Dès ce lundi, que nous allons ouvrir les écoles, que les élèves reprennent les chemins de l'école. Bientôt un agent conversationnel dans la fonction publique en France. C'est l'annonce du ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification ce jeudi à l'occasion de la présentation d'une feuille de route du gouvernement sur l'intelligence artificielle dans les services publics. Un logiciel similaire à ChatGPT serait bientôt mis à la disposition des 5,7 millions d'agents publics en France. Devenir la figure de proue de l'IA en Europe, promouvoir les usages concrets de cette technologie, les ambitions françaises sont nombreuses pour le sommet mondial organisé à Paris les 10 et 11 février prochains. Le président de la République aura l'occasion de faire un certain nombre d'annonces sur des grands projets d'infrastructure dans les jours qui viennent, a annoncé Clara Chapaz, ministre française chargée de l'IA, à l'issue d'un comité interministériel sur le sujet présidé par François Bayrou. Partout dans le monde entier, quand on parle d'intelligence artificielle, on a des talents français. Ils sont reconnus, on va continuer à les accompagner. On a 9 clusters IA qui visent à former 100 000 talents. On les soutient avec 360 millions d'euros pour former 100 000 personnes à l'intelligence artificielle à tous les niveaux de formation. Toujours en France, la montée en puissance du narcotrafic est désormais flagrante. Communiqué par le ministère de l'Intérieur, les chiffres définitifs de l'année dernière montrent une explosion des saisies de drogue. Les services français ont saisi 53,5 tonnes de cocaïne en 2024, soit une augmentation de 130% comparée à 2023. À cela s'ajoutent plus de 9 millions de comprimés d'ecstasy et de MDMA, ainsi que 618 kg d'amphétamine et de méthamphétamine, puis un total de 110 morts et 341 blessés. Des chiffres records selon le ministre de l'Intérieur qui reconnaît que la France faisait face à une submersion de drogue, un tsunami blanc. Désormais, les drogues les plus dures sont disponibles partout, à tout moment. Partout, en ville, dans les quartiers, comme en campagne. Et à tout moment, puisqu'il n'y a pas seulement les points de deal où on va acheter, le consommateur va vers
le distributeur, mais c'est désormais avec les réseaux, par exemple, et le numérique, Ubersheet, c'est carrément la drogue qui vient vers le consommateur. Plus d'athlètes transgenres dans des sports féminins aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a pris un décret qui cherche à empêcher les athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins. Une attaque supplémentaire contre cette communauté qu'il cible particulièrement depuis son retour au pouvoir. Avec ce décret, la guerre contre le sport féminin est terminée, a promis le milliardaire républicain en signant ce texte lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche sous les applaudissements de plusieurs dizaines d'athlètes féminines. Concrètement, son texte prévoit de couper les subventions de l'État fédéral aux écoles qui permettraient à des élèves transgenres d'être membres d'équipes sportives féminine. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.